Alors, on va revenir à Roswell, parce que Roswell, ce qui est extraordinaire, c'est la force des témoins crédibles, des Absolument. aviateurs, des militaires, des notables. Et, 95% des témoins sont des militaires. et malgré ça, il y a presque un demi-siècle de silence. Alors, on se demande si, quelque part, la révélation d'une technologie non maîtrisée par les humains ne serait pas un élément dangereux. Et la question qu'on se pose, c'est pour qui et pourquoi. Alors c'est une hypothèse, effectivement, qui apparaît au travers de l'enquête que j'ai effectuée. Alors je vais vous expliquer d'abord pourquoi j'ai fait cette enquête. Parce qu'il me semble quand même important et intéressant de voir qu'on a commencé à entendre parler de l'affaire de Roswell au GEPAN en 1980. Pourquoi on en a entendu parler? Parce qu'un de mes collègues était parti aux États-Unis et que lors d'un congrès du MUFON, qui est une association ufologique américaine, un ancien officier de l'armée recueillait des témoignages d'officiers de l'armée de l'air, du Air Force, qui en fait avaient participé à des opérations de récupération de ces soi-disant soucoupes volantes. Et donc, il fait ce rapport au GEPAN. Et là, moi, j'étais assez crédule hein, sur cette affaire parce que je pensais que vraiment c'était bon, c'était peut-être des lancements de fusées qui étaient effectués dans le désert du Nouveau-Mexique par Van Braun, puisqu'on en avait rapatrié depuis dans l'opération Paperclip. Et en fait, il s'avère que au fur et à mesure des mois et des années, des témoignages sont venus s'accumuler. Bon, moi j'ai gardé ça dans un petit coin de ma mémoire. Et mon travail a continué au GEPAN jusqu'en 2004. Il s'avère que, donc en 1978, par le plus grand des hasards, un témoin majeur a été retrouvé par un enquêteur, Stanton Friedman. Et ce témoin majeur, qui est un ancien officier, racontait qu'il avait récupéré dans la région de Roswell des débris qui n'étaient pas des débris d'origine humaine, fabriqués donc de Une autre façon, technologie, quoi. une autre technologie. Et par conséquent, à partir de là, toute l'affaire a redémarré. Et si en 1947, il n'y avait que deux ou trois témoins majeurs qui avaient raconté ce genre de rencontre, en fait, euh, aujourd'hui, nous en sommes à quelques centaines. Et ces quelques centaines de témoins, parmi lesquels beaucoup d'officiers, beaucoup de soldats, m'ont permis de dire, ben, si j'appliquais en fait les méthodologies qu'on avait mis en point au GEPAN. Et à partir de là, je me suis dit, une fois arrivé à la retraite, n'étant plus engagé, je vais essayer de reprendre cette fameuse affaire de Roswell dont tout le monde parle, mais dont personne jusqu'à présent a apporté le moindre, euh, je dirais la moindre colonne vertébrale pour pouvoir construire qui résisterait en fait à toutes ces interprétations que les uns et les autres font. Et donc j'ai utilisé en fait la technologie enfin les méthodes qui sont notamment employées dans l'aviation civile pour reconstituer le crash d'un avion. Parce que moi, j'aboutissais au fait que, à partir du moment où j'ai pu reconstituer la trajectoire, je pouvais tenter de reconstituer le processus du crash de cet objet. Et c'est ce que j'ai fait, et je pense avoir abouti à des résultats qui permettent de dire que oui, cette affaire est authentique. On a compris que, on a souvent parlé d'un seul objet volant, mais il y a eu une navette qui se serait éjectée avant le crash. Alors ça, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Je suis d'ailleurs pas le premier à l'avoir émise. Stanton Friedman l'avait émise avant moi, mais Stanton Friedman n'avait pas pu reconstituer la trajectoire. Ce qui est très important, c'est que le témoignage que j'ai trouvé, d'ailleurs, en première page du Roswell Daily Record qui se trouve derrière moi, on a un article dans ce journal qui fait état d'un témoignage tout à fait intéressant, qui est celui d'un couple de quincailliers et qui va décrire ce qu'ils ont observé le soir du 2 à 3 juillet 1947 vers 20h50. Et là, il donne tout un ensemble d'éléments qui permettent de reconstituer, mais de façon tout à fait précise, à la fois la trajectoire, la vitesse, la dimension de l'objet, et en définitive, d'arriver à comprendre que tous les éléments s'enchaînent parfaitement. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut comprendre que l'objet qui était en jeu à Roswell, qui s'est écrasé dans la région de Roswell, était énorme. C'est un objet qui faisait peut-être entre 80 et 100 mètres de diamètre, qui pesait entre 50 et 60 tonnes, qui en fait avait une vitesse hypersonique et que
Cet objet avait une vitesse qui n'a pas dévié et qui était en fait non pas une trajectoire balistique, mais une trajectoire propulsive. Ce qui nous permettait de voir que les circonstances dans lesquelles l'objet s'est écrasé ont pu être analysées, par exemple, comme le bureau enquête analyse de l'aviation civile, et nous permettent de dire qu'on a eu affaire à un crash d'une ampleur considérable. C'est tout. Et voilà, ce sont en fait la logique des événements que j'ai pu reconstituer. Alors, les personnages qui auraient été récupérés, possibilités, réalité ou fantasmes? Ah, c'est une réalité. C'est une réalité, dans la mesure où les témoignages sont tout à fait concordants et que ces corps représentent en fait des corps qui sont anthropomorphiques, mais qui ne correspondent pas à des êtres humains comme nous. On aurait pu les assimiler éventuellement à des pygmées, vous voyez, du point de vue des dimensions de la taille de ces petits êtres. Mais en réalité, ils ont été tout de suite transférés, notamment à l'hôpital de Roswell, où là, il y a une préautopsie qui a été effectuée, mais ensuite, ils ont été transférés à Washington, à l'hôpital Walter Reed, et pour effectuer effectivement une autopsie beaucoup plus approfondie, et enfin être transférés définitivement à la base de Rye dans l'Ohio, où là, ils sont conservés peut-être encore dans cette base américaine. Alors, on va finir par une question un peu philosophique. Vous êtes Oui, vous-même, vous vous êtes déclaré comme non-croyant, donc je vous considère plutôt agnostique, oui, mais tout à vous êtes fait. scientifique. Oui. Vous faites partie de ce que j'appelle les scientifiques non RBB, non rationalistes, bêtes et bornés. Ah, c'est très intéressant. Et dans toute la démarche que vous avez utilisée. Et on peut considérer d'une manière étonnante que toutes ces rencontres, tous ces objets volants non identifiés ne sont en général pas agressifs. Et on peut se demander si quelque part ces apparitions et ces technologies qui sont au-dessus de nos compétences ne seraient pas des signes quelque part annonciateur de changement de paradigme. Est-ce que l'attente d'une preuve que toute notre civilisation attend, est-ce que ce ne serait pas une épreuve pour notre civilisation? Ah, c'est une question philosophique, mais extrêmement importante et extrêmement intéressante. Mais si vous le voulez bien, d'accord, d'abord, je voudrais quand même me définir un peu par rapport à ça. Si vous voulez, je suis très inspiré par plusieurs écrivains, en particulier trois écrivains. Le premier, c'est Voltaire, pour la liberté. Le second, c'est Descartes, pour la raison. Et le troisième, c'est Victor Hugo, pour à la fois la République et son humanisme. Je pense que c'est dans cet esprit que j'ai voulu aussi faire part de cette réflexion que j'ai sur le phénomène. Pourquoi? Parce que il me semble qu'effectivement, on ne peut pas s'arrêter au simple constat et de dire, bon, on a constaté effectivement des choses, on ne peut pas les expliquer, mais il y a une réalité. Or, effectivement, si on pousse un peu les choses, notamment d'abord le pourquoi de ces phénomènes. J'ai travaillé sur cette question depuis maintenant plus d'une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années même, et en définitive, j'ai arrivé à la conclusion suivante. Effectivement, c'est peut-être un signal qui nous est donné par quelque chose d'extérieur. Et ce quelque chose d'extérieur, je pense qu'il est lié à ce que notre civilisation a commis dans les années 45, à savoir la bombe atomique. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on fait le rassemblement des cas les plus remarquables, notamment en matière aéronautique, qui nous permettent de déterminer la présence physique avec des paramètres extrêmement précis de ces objets, on les associe à la bombe atomique de la façon suivante. En superposant le nombre d'explosions depuis 1945 dans l'atmosphère, ainsi que les 545 exactement, ainsi que les explosions souterraines, on s'aperçoit qu'on peut établir une corrélation entre le nucléaire stratégique et puis la présence de ces objets. Ça, c'est le premier point. Cette corrélation a été mise en évidence par les autorités militaires américaines euh, pratiquement dès 1947. Et donc, il s'avère que la région dans laquelle s'est produit le crash de Roswell est tout à fait dans cette idée.
Dans cette Pourquoi? configuration, quand on vous traite de complotiste, vous dites en souriant, mais alors Von Braun et Einstein sont aussi des complotistes. Ah oui, oui, mais absolument, mais moi je le dis d'une façon humoristique maintenant. Vous savez maintenant, même dans l'actualité moderne, euh, un membre du Pentagone a traité de complotistes les gens qui venaient de témoigner devant la commission du Congrès qui les examinait. Et il a même pensé que les propres personnes qui faisaient partie de cette commission, comme Madame Paula Luna, qui est une maga bien connue, en fait, était presque une complotiste elle-même. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Il me semble qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les politiques qui dirigent la politique sur les ovnis aux États-Unis, mais c'est bien le Pentagone. Les militaires. C'est bien le Pentagone. Ok. Alors, pour en revenir à votre question, effectivement, on peut se poser la question, mais moi, je pense que s'il y a une entité intelligente externe qui surveille l'activité humaine, je pense qu'elle est confrontée au problème du nucléaire. Et que représente le nucléaire par rapport en fait, à l'évolution d'une civilisation? Le nucléaire stratégique, c'est en fait un objet de destructeur. Et moi, figurez-vous que je pense que l'homme est resté un prédateur. Et que dans ses développements, même modernes, il est en capacité de détruire ce qui s'oppose à son désir de puissance. Et je pense notamment à M. Musk. Dans mon livre, j'en parle. Pourquoi j'en parle? Parce que Musk représente pour moi l'archétype de ce qu'est l'homme qui est dans son développement de sa puissance destructrice. Toutes ces actions engagées dans le spatial, dans la maîtrise des moyens de communication, mais surtout par Neuralink, qui est celle de pouvoir dominer l'homme et d'arriver à créer une sorte d'eugénisme, m'amène à penser que cet homme est un danger pour l'humanité. Donc, par conséquent, que veut faire Monsieur Musk? Monsieur Musk veut aller conquérir Mars, mais pas au nom de l'humanité, mais au nom de ses intérêts propres, et d'aller planter un drapeau sur Mars. C'est tout. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour votre travail d'investigation et pour le message que vous essayez de transmettre et que quelque part les lecteurs vont essayer de comprendre. Merci Je beaucoup. vous remercie beaucoup.